peut-être ça aussi qui va. Est-ce que tout le monde a bien déjeuné? Est-ce que tout le monde est prêt pour faire la sieste? Désolé, non, 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 il ne va pas en être question. Voilà comme entrer en matière. Alors peut-être que vous aurez deviné déjà avec le ballon et puis la taille du monsieur de quoi on va parler. Vous avez souhaité dans le questionnaire qu'on vous a adressé qu'on travaille sur le management. Donc c'est un sujet évidemment qui intéresse tout le monde et donc nous avons eu l'idée de faire appel à Nicolas Rimbaud, ici présent, qui est un ancien joueur de basket, un entraîneur, un coach encore, et il va nous en dire plus sur son parcours, et aussi quelqu'un qui a travaillé sur le management, qui a fait des formations en la matière, donc juste une thèse d'état. Et donc il nous a paru intéressant d'aborder la question de la performance, et sous le double accès du sport et puis de la vie d'entreprise. Donc je vais lui passer la parole et puis, et c'est là aussi où vous allez rentrer dans la partie, on a prévu quelque chose de très interactif et il est là pour répondre à toutes vos questions. Donc allez-y, ne vous privez surtout pas et donc je vais donner le top départ à la partie. Merci Béatrice. Alors, on est sur ce moment du début de l'après-midi. L'idée, c'est de partager cette thématique avec vous. J'ai bien conscience que dans la salle, il n'y a pas que des managers. Il y a des managers et des collaborateurs. Et l'idée que Béatrice avait, en essayant de répondre à votre demande et au sujet de cette intervention, c'était d'essayer de voir dans quelle mesure le management, en fait, c'est l'affaire de tous. Ça pourrait être assez facile, confortable, que de se dire, ok, il y a des gens qui dirigent, il y a des gens qui managent. Si ça se passe bien, on verra grâce à qui c'est, et si ça se passe mal, c'est surtout de leur responsabilité. L'idée, c'est plutôt de se dire, si on arrive à trouver des pratiques de communication, de fonctionnement, de relations, qu'on partage tous autant qu'on est dans une structure, on arrivera globalement à bien la manager et à la faire aller de l'avant. Et potentiellement, ce que je vais essayer de faire dans le cadre de cette intervention, c'est aussi de partager avec vous comment, dans l'esport collectif de haut niveau, on s'attache à essayer de traiter cette question-là, certes du rôle d'un manager ou d'un coach vers les membres d'une équipe ou des collaborateurs, mais également la responsabilité de chacune et de chacun pour que le groupe aille dans la bonne direction. Voilà ce qu'on va essayer de traiter, en le colorant effectivement avec des images sportives si vous m'amenez à le faire, et puis surtout, comme ça a déjà été dit, il y a des micros qui sont présents dans la salle en essayant de répondre à vos questions. Autrement dit, si vous pensiez qu'en effet la sieste était venue et que là pendant 1h30 ça allait être assoupissement total, on va essayer d'éviter ça. Mais ça dépendra de vous. L'idée c'est que le coaching sportif, on en entend parler, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent éclairer le milieu de l'entreprise sur ce modèle-là. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce modèle, il y a des choses qui le sont moins. En tout cas, ce qui est certain, c'est que et votre milieu et le milieu du sport de haut niveau sont tournés vers des objectifs d'excellence l'un l'autre et que on pense qu'on peut essayer d'illustrer ce qui se passe d'un côté et ce qui se passe de l'autre pour s'enrichir mutuellement. Pour ma part, Béatrice m'a envoyé un ballon de basket, l'univers qui est le mien est bien celui du basket de haut niveau. J'ai joué au basket moi-même, j'ai été directeur technique national adjoint à la Fédération française de basket pendant 10 ans. J'ai eu la chance, parce que j'ai rien du tout à voir avec leur réussite et leur parcours, d'être entraîneur adjoint de l'équipe de France junior garçon, la génération de Tony Parker, Maurice Dio, Ronny Turiaf, ceux qui sont le plus connus dans notre discipline. Et j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir partager avec eux de beaux parcours et également des aventures entrepreneuriales. Et donc, il est fort possible que je vous parle un peu de basket dans l'après-midi. Pour celles ou ceux qui n'aimeraient pas ça, je vous en présente mes excuses au préalable. L'idée est la suivante. Le milieu sportif nous apporte quelques modèles. Je vais essayer de partager avec vous. Par contre, j'ai un gros enjeu qui est celui qui consiste à ne pas tomber dans la caricature.
Parfois, on pourra arriver en déroulant, bon bah écoutez, je vais vous expliquer, le sport de haut niveau, c'est comme ça, maintenant vous me plaquez ça dans votre structure et vous verrez, ça va bien marcher. Je ne tomberai absolument pas dans ce piège-là, c'est pas si évident que ça. On va essayer de prendre du recul sur ces éléments-là et de voir ce qu'on peut utiliser de mieux sur le sujet. Et alors, quand je vous dis sport de haut niveau, à quoi pensez-vous? Avec ou sans micro, j'ai de bonnes oreilles, on peut y aller. L'argent. Entraînement. Le flou. Argent. Le blé. L'argent arrive vite quand même. Pas. Le mental. Mental, performance, discipline, dopage. Tout va ensemble. Ego, tiens donc. Bernard Hinault. Bernard Hinault. Esprit d'équipe. C'est vieux, ça. Oui. Jean-Michel, quoi. Exigence. Mais comme il a le t-shirt Bernard Hinault. Sponsor. Sacrifice. Donc là, il y a des petites private jokes, là, des petites blagues en parallèle. Là, on n'a même pas le droit d'en bénéficier pour nous. Là, c'est retraite à 35 ans. On comprend mieux du coup. Hein, on comprend mieux. Merci de l'avoir partagé celle-là. Retraite anticipée, transfert, endurance, limite. Dépassement de soi. Troisième mi-temps. Alors j'avais pas prévu d'intervenir sur la thématique de la troisième mi-temps, mais ceci dit, ça peut... Quoi d'autre? Challenge résultat, ouais. Récompense. Récompense, blessure. Oui, les médias, exact. Assurance, j'ai entendu perfection aussi. Esprit sportif. Il va falloir que je m'arrête parce que, en fait, on avait loué qu'un seul paperboard. Et la compétitivité dans tout ça. Là, il y a une petite place. Quelles seraient, là, il y a plein de choses décrites qui viennent de vous, qui ne viennent pas de moi. Ce pas les choses que j'ai préparées au préalable, ou alors on s'est calé à plus de 300 pour préparer cette intervention. C'est pas le cas. Quels sont les éléments qu'on voit ici qui font que, fondamentalement, il existe des spécificités dans le sport de haut niveau qui font que ça n'a absolument rien à voir avec vous. En quoi on va trouver, à travers des choses que vous avez dites là, 3 éléments, ce qui fait que c'est absolument à part. L'argent. Sans surprise, l'argent. Il y a des messages quand même. Oui. Il y a 3 éléments qui font que c'est différent. L'économie, l'argent certes, c'est-à-dire la rémunération des sportifs, mais l'économie au sens large. Parce que dans l'argent, vous pouvez mettre la rémunération des sportifs, vous pouvez mettre la question des sponsors, vous pouvez mettre la visibilité qui est accordée, etc. etc. L'argent, indéniablement, pour certains sports, et notamment les sports qui sont les plus médiatisés, est quelque chose de très extrême par rapport au milieu dans lequel on est. Ceci dit, il y a aussi des athlètes au plus haut niveau qui n'ont pas du tout d'argent. Je pense à un garçon comme Adrien Mathenet, qui était le numéro 1 français en tennis de table, qui est allé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, et qui s'est quasiment payé lui-même toute sa préparation, son hébergement, ses entraînements, etc. etc. Donc l'argent, on en a une idée, je vois bien laquelle vous avez, puisque globalement c'est celle qu'on a, mais il faut aussi qu'on essaye d'identifier que c'est pas valable dans tous les sports de niveau. L'économie est différente du milieu plus classique. Ensuite, la médiatisation fait que c'est différent. Quand vous êtes en train de performer dans le sport de haut niveau,
Vous êtes observé en train de le faire. Vous avez des gens qui vous observent, qui vous jugent, qui vous critiquent, qui défendent ce que vous faites et qui commentent votre activité. Que ce soit dans des médias publics, que ce soit dans des réseaux sociaux. Lorsque vous faites votre travail, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de médias qui sont là pour observer et commenter ce que vous faites et comment vous le faites. Vous n'êtes pas interviewé après une journée de travail pour savoir « alors, ça s'est bien passé ?» Et avec ton coach, là, comment ça a été? T'as bien performé, t'es content de ce que tu as fait? Non, c'est pas la même chose. Donc la médiatisation nous impose d'emblée une limite par rapport au travail dans lequel on est. Et puis il y a une autre dimension qui apparaît, qui est différente, qui est apparue de ce côté-ci, sur la question de la retraite anticipée. Et plutôt, je dirais, sur la question de la durée de carrière. Une durée de carrière pour un sportif de haut niveau, c'est peu de temps. J'ai entendu de ce côté-ci, retraite à 35 ans. Dans certains sports, c'est même avant. Et du coup, lorsqu'on a concentré son activité pour atteindre des objectifs d'excellence dans une période courte, avec des forts enjeux de concurrence, on n'est psychologiquement pas investi de la même façon que lorsqu'on le fait dans une durée plus longue. Voilà 3 grandes différences qui existent entre votre activité et celle du sport de haut niveau. Et pour autant, on peut en trouver pas mal de parallèles. Alors, ces dimensions-là, la confiance en soi et l'estime de soi, qu'est-ce que ça vous évoque, ces choses-là? Est-ce que vous pensez que les sportifs de haut niveau sont des gens qui ont confiance en eux? Pas forcément, je suis assez d'accord avec vous. Je pense à une joueuse de basket qui s'appelle Cathy Molin, qui ne joue plus, qui est entraîneur d'une équipe de France junior cadette de basket, qui était une des meilleures ailières d'Europe et qui se remettait beaucoup en cause et qui doutait beaucoup de ce qu'elle pouvait faire. Et pour autant, la confiance en soi, c'est vraiment, on en discutait à table tout à l'heure sur la dimension psychologique qui présente un levier de performance dans le milieu du sport de niveau. La confiance en soi, c'est un des degrés qui permet d'élever notre compétence. Et du coup, c'est quelque chose qui est valable aussi dans votre structure. Puisque comme la thématique qu'on veut creuser ensemble, c'est le management et le fonctionner ensemble, les questions de confiance en soi peuvent potentiellement être des obstacles à bien fonctionner ensemble dans votre structure. Si un manager a peu confiance en lui, il aura des difficultés à déléguer. Si vous-même vous avez peu confiance en vous, vous aurez peut-être du mal, si vous êtes collaborateur, à aller au-devant de votre manager pour lui exprimer des craintes, des difficultés, des temps faibles. Et dans les deux cas, c'est quelque chose qui altère votre performance. Comment vous définiriez ce qu'est la confiance en soi? Oser faire. Oser être. De mieux en mieux. La sérénité. J'ai confiance en moi, du coup je suis serein. Ok. Et du coup, il y a un autre mot là-haut, là, sur la slide. Comment est-ce que vous définiriez l'estime de soi, pour la comparer justement avec cette question de la confiance en soi? C'est des termes qu'on utilise beaucoup au quotidien, mais sur lesquels on ne s'attarde jamais suffisamment pour identifier quelle est la notion derrière. S'aimer. D'autres propositions? Je n'ai pas entendu. Ne pas douter. Ok. L'idée, c'est que la confiance en soi, c'est combien je me sens capable de faire, combien je me sens capable de relever des challenges. Aujourd'hui, je me sens capable de venir devant vous et de traiter de ces sujets-là et de vous interroger et de rebondir sur ce que vous allez me dire. L'estime de soi, c'est une notion qui est un petit peu plus difficile à identifier, à formaliser. Et en fait, Christophe André et François Lelord, qui sont des spécialistes de l'estime de soi, dans un des livres sur le sujet, ont essayé de creuser cette question-là et ont questionné des enfants en leur disant « Tiens, l'estime de soi, comment tu définis ça? C'est quoi pour toi ?» Et je vais vous proposer une définition qui pour moi est la plus éclairante. Il y a un enfant qui leur a répondu la chose suivante. L'estime de soi, c'est comment on se voit et si ce qu'on voit, on l'aime ou pas. Comment je me vois et ce que je vois, est-ce que je l'aime ou pas? J'ai des lunettes ici. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un en disant que des fois on se voit quelque chose et des fois notre vision est altérée momentanément. Des fois on colore en positif certaines choses et des fois on noircit les choses telles qu'elles sont. Selon différents types de canons de standards par rapport à la population moyenne, il y a des hommes ou des femmes qui sont très compétents, très beaux, très tout ce qu'on veut et qui se voient différemment de ça.
Et l'estime de soi, c'est comment je me vois malgré ce que je suis. Effectivement, aller vers les notions de oser s'aimer sont des choses qui vont pouvoir nous aider. Et ça me semble important de traiter ces sujets-là parce que si individuellement tout le monde ici dans la pièce se pose ces questions pour soi-même, moi j'en suis où là par rapport à ma propre façon de me sentir capable de relever les challenges qu'on demande de moi, qu'on a pu vous présenter ce matin dans les tables rondes qui sont attendues de vous, et comment je me sens et comment je me vois dans l'absolu certes, mais aussi par rapport aux différentes tâches qu'on attend de moi, ça apporte beaucoup d'humilité, ça apporte aussi de la mesure et ça permet aussi de mieux fonctionner et interagir avec les autres. Et de fait, pour en revenir aux sportifs de haut niveau, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est vraiment des leviers qu'on commence à creuser, à investiguer de plus en plus. On dit parfois que les plus grandes stars du sport de haut niveau sont les gens qui ont la grosse tête. Mais ça, encore une fois, c'est parce qu'on le voit avec nos propres lunettes à nous autres. Ils n'ont pas la grosse tête. Ils ont une énorme confiance en eux. Ils se sentent capables de relever de grands challenges. Et fort heureusement qu'ils ont cette forte confiance en eux, parce que sinon, certainement qu'ils n'arriveraient pas à réaliser ces exploits. La problématique serait, dans le sport de haut niveau, comme chez vous, que je me sente capable de relever des challenges sans l'être véritablement et d'avoir une vision déformée de ce que je peux faire. Et en ce moment, si on arrive à ça, on peut être en difficulté par rapport à ce qu'on a à faire. Vous êtes d'accord avec cette dimension? Oui? Alors je vous écoute. Comment est-ce qu'on pourrait finir cette phrase de plusieurs façons différentes? Quelqu'un qui est à l'aise, qui prend des initiatives, qui s'expose, qui s'investit, pardon, j'ai des lumières dans les yeux passer, qui s'investit, quoi d'autre? Qui se connaît, qui a un entourage qui le soutienne. Ok, est-ce qu'on pourrait du coup avoir confiance en soi sans avoir cet entourage qui nous soutient? Aussi, mais je pense comme vous, à la fois aussi, et à la fois quand on l'a, franchement ça booste la confiance en soi, absolument. Allez-y plus fort. Qui se moque de l'opinion des autres. Waouh, intéressant ça. Quelqu'un qui est construit, qui s'est construit et qui a été construit certainement. Ok. Je voulais revenir sur qui se moque de l'opinion des autres. Parce que si on veut arriver à bien fonctionner au sein de votre structure, qu'est-ce qu'on fait des opinions des autres? Les opinions que les autres ont sur le travail que je fais au sein de votre structure, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on réagit par rapport à ça pour bien fonctionner ensemble? Que ça me vienne d'un manager, d'une directrice, que ça me vienne d'un collègue, que ça me vienne de quelqu'un dessous de moi. Comment on fonctionne sur la question du regard des autres sur ce qu'on fait et de son opinion? On écoute, mais on va faire un tri. En fonction de quoi on va faire le tri pour le coup? Ça dépend de la personne. Et en fait, justement, dans quelle typologie de personne on va essayer de développer une écoute plus accentuée et pas ou moins chez d'autres? Dans la critique, la hiérarchie? Oui. L'idée, à mes yeux, et on essaye de développer ça dans le sport de haut niveau également, c'est d'essayer de se construire sur des modèles de type « j'accorde de l'importance aux propos tenus par les gens importants à mes yeux ». Je répète, j'accorde de l'importance aux propos tenus par les gens importants à mes yeux. Et ça peut être de la hiérarchie, et ça peut être des collègues, et ça peut être des gens qui se trouvent quelque part pas très élevés dans un organigramme, ce qui ne veut rien dire pour le coup. C'est qui quelqu'un qui est important à mes yeux pour que justement je me dise « oulala, cette personne-là, si je suis en train de courir et d'aller dans le mur, il faut vraiment que j'écoute parce qu'elle va me dire attention. » Quelqu'un qu'on respecte, en qui on a confiance, et pourquoi est-ce qu'on la respecte cette personne? On la reconnaît dans ses compétences, elle est objective. Ouais. Oui, et elle nous reconnaît dans nos compétences. Et certainement que, y compris si elle nous envoie des critiques, et on reviendra sur le sujet de la critique un peu plus tard, elle va nous envoyer de la critique, ou pas d'ailleurs, mais elle sera toujours constructive et bienveillante. Je
Je vous laisse réfléchir un peu à qui sont ces gens importants dans votre vie. Professionnels, certes, pour ce qui nous anime, mais même au-delà. Je pense que dans tout ce que vous venez d'évoquer, on va avoir cette dimension-là. Les gens qui servent vont pouvoir être critiques, que ce soit positif ou négatif, puisque les critiques, ce sont les deux, hein, dans la façon de le voir, mais qui vont être constructifs et bienveillants. Et pour le coup, si vous identifiez dans vos environnements professionnels ou par ailleurs des gens qui seraient l'opposé de constructifs et bienveillants, destructeurs et malveillants, fermez les écoutilles. Hein. Fermez les écoutilles. Que ce soit des managers, que ce soit des collaborateurs, etc. Je vais répéter la question pour tout le monde. Est-ce que le monde de l'entreprise, c'est de l'individualisme ou est-ce que c'est comme le sport collectif? Une question de cohésion et de collectif. Pour moi, ça dépend de l'univers de cette entreprise-là. Si je travaille avec des traders à la bourse, on va avoir un individualisme très forcené, très exagéré. Et il y a des gens qui vont se sentir très bien là-dedans parce que c'est leur nature profonde et qui vont exceller dans cet environnement-là. Et on peut trouver certains types d'entreprises, ceci dit, et certains types de métiers plus spécifiquement, où on fait appel à un individualisme forcené, qui présente un avantage quand même, l'individualisme. C'est une fantastique responsabilisation de nos actes. Moi je suis ici devant vous, j'ai pratiqué le basket pendant longtemps, avant ça j'ai nagé, j'ai pratiqué la natation pendant 10 ans. À la fin, si je touche le mur avant l'autre, c'est quand même le fruit de mon travail et je ne vais pas pouvoir me planquer derrière qui que ce soit, ça présente des intérêts aussi. Et l'idée, pour répondre tout à fait au bout de votre entreprise, c'est que pour moi, de votre question, dans l'entreprise, il faut qu'on trouve des équilibres entre l'individuel et le collectif. Le collectif, c'est où est-ce qu'on veut aller tous ensemble, et on a besoin de directives pour pouvoir y aller, et on a besoin de pouvoir se tendre la main et de conjuguer nos efforts aux autres. Et il faut qu'on l'assortisse, et c'est en ce sens que j'ai envie de vous répondre, une forte responsabilité individuelle sur notre champ de compétences, sur notre périmètre, et un investissement très personnel pour le coup. Vous êtes OK avec ça? Ouais. C'est pour ça que ces dimensions-là qu'on a volontiers tendance à essayer de séparer, on va les retrouver dans beaucoup de structures en fait. On a donc plein de façons d'être confiant, mais on évoque cette thématique-là parce que tout ce que vous avez dit depuis à l'instant sur le fait d'être confiant, c'est autant de valeurs et de choses qui sont fortes à pouvoir développer pour justement individuellement faire ce qui est attendu de vous dans votre structure, mais également collectivement vous engager vers ce qui est attendu de vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette dimension qui en est une, qui m'a été dite sans surprise? Qui ici est perfectionniste? Levez les mains. Merci aux courageuses et courageux et honnêtes qui lèvent la main. Oula, il y en a un là, qui se fait même lever la main par son collègue. Ok. Pourquoi est-ce que vous lui faites lever la main? C'est un perfectionniste. Et alors, c'est quoi un perfectionniste? Quelqu'un qui va au bout? Ça, pour moi, c'est un persévérant. Il peut être les deux, ceci dit. Est-ce que les sportifs de haut niveau sont des perfectionnistes? Le fameux geste parfait. Mais j'ai pas de place. J'adore, j'ai du oui, du non, du... Je sais pas trop. Mais il va bien nous le dire. On n'en connaît pas beaucoup, mais on peut s'en faire une idée. Et j'en connais quelques-uns, donc je vais partager avec vous, et comme ça on va y arriver. Imaginons, c'était Roland Garros il y a peu de temps, ça c'est le classement ATP, 1, 2, 3, 5, 10, le classement des meilleurs joueurs ou des meilleures joueuses de tennis au monde. Est-ce que vous m'accordez que quelqu'un qui serait toujours premier, c'est la perfection? Je le savais. Et pourquoi non? Parce que Federer sera toujours meilleur que lui. Au niveau des résultats, mais peut-être pas de la manière. Donc encore faut-il définir quels sont les critères qui nous permettent d'objectiver ça. Vous avez raison. Alors c'est quoi la performance, monsieur? Ouais.
Alors voilà, ça serait une performance. Ici, je suis arrivé une fois premier, vous avez raison. Voilà une performance. Yannick Noah, 83, Roland Garros, il gagne. J'ai pas dit qu'avant il était là et qu'après il était là. Je parle de ça. Ça serait la performance. Ok, allons-y comme ça. Ensuite, si on considérait, c'est juste pour la réflexion, si on considérait que le classement ATP ou un classement ou un résultat serait le reflet de la perfection, quelqu'un qui serait toujours premier serait dans la perfection. Est-ce que vous pouvez me citer un tennisman, une tenniswoman, ou dans quelque autre sport ou champ que vous connaissez, quelqu'un qui, dans le temps, est toujours premier? Nadal, trop drôle. Federer. Il est combien au classement ATP, Nadal? Le Federer. Federer, il est combien au classement ATP en ce moment? On s'en fout, ça a toujours été le meilleur. J'entends Federer, Nadal, Murray, Djokovic. Allez, les 4 mousquetaires du moment. Dans votre vision de la gestuelle de la perfection. Dans votre vision de la gestuelle de la perfection. Et pour un autre, ça sera peut-être d'autres critères de la gestuelle, etc. Parce qu'il considérera que Djokovic, ce sera cela. Et tout ça, c'est très subjectif pour le coup. L'idée, c'est de dire, tous ceux que vous m'évoquez, en fait, ils ne sont pas premiers. Il n'y en a aucun d'entre eux qui est premier le temps de sa carrière ou tout le temps. En revanche, ce que vous m'évoquez, c'est qu'ils sont là. Un coup premier, un coup deuxième, un coup troisième, peut-être même un coup là, hein, mais c'est pas grave, etc. Et tous ceux que vous venez d'évoquer, et ça reprend un des mots-clés que je vous donnais tout à l'heure, qui fait que le sport de haut niveau et votre structure se retrouvent vers les mêmes choses, c'est la notion d'excellence. Et ce qui est attendu de vous dans votre structure, c'est de s'inscrire dans la notion d'excellence. Ce qui veut dire la chose suivante. Je pérennise dans le temps des hauts degrés de performance. Je pérennise dans le temps des hauts degrés de performance, mais tout va bien. Parce que si un coup je suis ici ou ici, il n'y a pas de drame. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. Dans les humains, chez les humains, je serais incapable, moi pour ma part, mais peut-être que vous allez trouver de citer quelqu'un qui est toujours parfait, toujours en haut, jamais d'erreur. Des fois dans le sport, on tente de me sentir Teddy Riner. Teddy Riner, il a déjà perdu. Il est présent à certains grands rendez-vous, il n'est pas forcément toujours en haut. Dans le monde de l'entreprise, tout pareil. Dans votre CAF, tout pareil. Dans le monde de la technique et de l'industrie, c'est la même chose. Votre téléphone, il bug. On en parlait ce matin. On a parfois des virus informatiques, des choses terribles qui arrivent. La perfection n'est pas de ce monde. Et ce qui est plutôt intéressant pour le modèle dans lequel on peut se projeter, c'est vraiment d'essayer d'y aller vers de l'excellence. C'est-à-dire qu'on est positivement ambitieux. L'ambition, c'est pas un mot sale. Hein. Essayer d'avoir des hauts degrés de performance dans le sport ou dans la vie, c'est plutôt une belle chose. Ça veut dire qu'on a de belles valeurs. De haut niveau de degré de performance de façon pérenne dans le temps. Et surtout, ce qui est intéressant, ça veut dire que je ne vais pas m'effondrer le jour où je vais me rendre compte que je ne suis pas tout en haut. Parce que dans le sport de haut niveau, il y en a des gens quand même qui sont construits sur le mode perfectionnisme. Je vous mentais un petit peu tout à l'heure. Sauf que ceux-là ne sont pas, par exemple, les 4 tennismen que vous m'avez cités. Ceux-là, on les trouve plus par ici, ou ici, ou ici. Et ils vont une fois performer ici, et le jour où ils vont se retrouver là, ils vont le vivre comme un vrai drame, puisque c'est tellement éloigné de ce qu'ils avaient visé, et là, ils vont être à ramasser la petite cuillère. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce qui est important sur le thème du management au sens large, et surtout vivre ensemble dans votre structure, c'est d'essayer de ne pas se fixer des objectifs perfectionnistes. Que vos managers, et on est en phase avec votre directrice sur le sujet, ne vous fixent pas des objectifs perfectionnistes qui signifieraient zéro erreur. Et que vous, collaborateurs, vous ne fixiez non plus pas des barres trop élevées à atteindre et inatteignables, ce qui générerait du stress, de la tension, au-delà de la charge attentionnelle que j'ai entendue ce matin, ce qui fait qu'au final c'est difficile. Et lorsqu'on est ici, ça nous donne le droit à l'erreur. Mais pas un droit à l'erreur, moi c'est bon, on peut faire des boulettes, c'est pas un problème. Non, non, un droit à l'erreur qui soit tout de suite assorti de « tiens, là j'ai raté un truc, qu'est-ce que j'en fais, comment je le travaille et comment est-ce que j'essaie de le redresser pour ne pas le reproduire ?» Ce que les sportifs de haut niveau font. Et là, on a un vrai parallèle qui est tout de suite utilisable par vous autres. J'en ai deux en même temps. Allez-y, madame. Je vous en prie.
n'ai pas prétendu le contraire, je suis d'accord avec vous, la finalité c'est bien de les servir et d'apporter ce qu'ils doivent avoir. Mais si vous avez pensé que je pensais autre chose, vous vous êtes trompé. C'est bien, ça permet de le resituer. Ça permet de le resituer. Alors des bataillons de managers égocentrés, il ne me semble pas que j'ai parlé ni de bataillon, ni d'égocentrés, mais bon, peut-être que c'est l'idée que vous voulez qu'on creuse. Évidemment. La question quand on est dans une structure, que ce soit la vôtre ou tout type d'entreprise, c'est de savoir quelle est notre finalité, quelle est notre vision, quel est notre but, ce vers quoi on tend. Et une fois qu'on a bien déterminé ça, et quand ça, pour le coup, ça nous vient d'en haut et que c'est partagé par l'ensemble, on va arriver à faire des belles choses. Je disais aussi que peut-être que pour évaluer la performance, il faut aussi pouvoir évaluer le bien-être de l'allocataire qui va être apporté par l'acte professionnel des uns et des autres. Dès lors qu'on a des définitions d'objectifs qu'on se fixe, on peut fixer des objectifs qui soient quantitatifs et qualitatifs. Quantitatif, facile à chiffrer, à identifier, dans le sport ou chez vous. Qualitatif, beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se les fixer, qu'il ne faut pas les viser. D'autre part, vous me tendez une perche qui me va bien sur le fait que quand on est dans une structure comme la vôtre, et vous allez voir que c'est la même vision pour ce qui est des allocataires à la fin, quand on est dans une structure comme la vôtre, ce qui est essentiel, c'est que chacune et chacun d'entre vous puisse à la fois se fixer pour soi-même, là pour l'instant je suis pour soi-même, des objectifs de performance et des objectifs d'épanouissement et de bien-être, l'un nourrissant l'autre dans une structure. Et là vous évoquiez le fait que chez les allocataires, on a aussi ce principe-là à aller quérir en toute finalité. Mais je ne pense pas avoir parlé du contraire de ça, ni de managers égocentrés et encore moins en bataillon, mais si tel est le cas, corrigez-moi. Hein. Vous parliez tellement de performance des managers, il me semblait important de toujours reconnecter avec les personnes pour lesquelles on travaille. Je suis Et d'accord. c'est vrai qu'on évalue assez rarement quand même la performance des actes professionnels ou de tous les processus, etc. Au bénéfice des personnes. Super intéressant. Ça veut dire que quand on est dans une structure et qu'on identifie des choses comme ça, c'est important d'être force de proposition pour en faire quelque chose. Parce que si je suis dans une structure et que je me dis, tiens, moi j'identifie qu'on n'évalue pas assez cette question-là, qui du coup n'est pas facile à évaluer en plus, il faut quand même le concéder parce qu'elle est de nature qualitative, n'hésitez pas à une force de proposition pour voir comment ça pourrait être fait. Parce que, non, mais alors là, vous êtes fantastique pour mon sujet. Le management, c'est une responsabilité de chaque personne au sein d'une structure, et c'est d'être force de proposition et d'être capable d'identifier que quand il y a des choses, parce que parfois on y est directement confronté et plus que d'autres, je pense aux allocataires par exemple, on aurait vraiment tort de ne pas aider à faire remonter non pas que les problèmes ou les problématiques, mais aussi les pistes de solutions, d'amélioration pour le faire. Et c'est en ce sens que la question du management, elle présente un grand intérêt, si tant est qu'on décide qu'on est tous responsables de cette question-là, et en fait, certes de l'édicter comme vous le faites là, mais aussi d'apporter des pistes de résolution, parce que vous devez certainement en avoir. L'institution laisse des places pour permettre ce genre de travail. Je pense qu'elle le souhaite. S'il arrive que j'ai à faire une critique, par exemple une critique à quelqu'un qui ne s'occupe pas assez de l'évaluation du bien-être des allocataires, par exemple, ou tout type d'autres sujets. Et là, j'ai bien parlé d'une critique en direction d'un collègue. Ça peut être d'un manager vers un collègue, ça peut être de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un d'à côté de lui. Je ne suis pas dans une question hiérarchique là-dessus. Comment vous faites pour cette question-là? Ça dépend du collègue. Pourquoi? Parce que si c'est un collègue un peu belliqueux, on n'y va pas. Intéressant. Si c'est quelqu'un de susceptible, peut-être pas. On discutait tout à l'heure de la nécessité aussi, pour bien fonctionner ensemble, de dire les choses. Dire les choses. Il y a beaucoup de fonctionnements qui sont fragilisés par le fait qu'on n'ose pas dire les choses. Alors, souvent, on est dans la question du management au sens large. Quand c'est à mon N+1 ou mon manager, je ne vais pas trop oser, c'est quand même mon manager. Super dommage.
parce que je pourrais lui apporter des retours d'infos sur des sujets pointus et précis dont il n'a pas connaissance, et c'est normal. Et c'est normal. Et là, on était sur, tiens, j'ai un collègue qui est susceptible. Ah bah non, mais il est susceptible, je vais quand même pas lui dire. Ah ok, bah encore plus dommage. La question, c'est d'arriver à comment lui dire, trouver comment lui dire, lui exprimer de sorte qu'il ne se braque pas et que ça ne mobilise pas cette susceptibilité chez lui. Mais si, pour des raisons de cette personne est ceci ou est cela, et souvent on se trompe sur notre vision de ce que sont les gens, parce que ça serait difficile que de juger ce que sont les gens, au final, on risque de passer à côté d'un beau message à faire passer. Je vous écoute. Oui, c'est comment on s'y prend pour. Ok, on va regarder. L'idée, c'est de donner des feedbacks. Des feedbacks, c'est des retours d'informations pour savoir comment les choses avancent, comment elles sont faites, est-ce que ça chemine, est-ce qu'on va dans la bonne direction. Et c'est quelque chose qu'on redoute, justement, pour des raisons de « ben ouais, mais je ne sais pas comment il ou elle va le prendre ». Ce qui nous empêche souvent de bien avancer. Et quand on s'y prend de façon maladroite, disparition de confiance, difficulté, tension, conflit. Et c'est pour ça, c'est bien pour ça que souvent, on essaye de ne pas aller très loin sur le sujet. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Première règle, comment on s'y prend? Être précis. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, c'est essentiel d'être précis. Il n'y a rien de pire que de se trouver dans une situation où je sollicite la personne, écoute, voilà, je ne sais pas trop comment te le dire, c'est un vrai problème. Béatrice, elle m'en a parlé, elle est vraiment très en colère. Et puis Patrick, c'est pareil, il trouve que ça va vraiment pas dans le bon sens. Et puis à l'accueil aussi, ils l'ont dit. Ouais, puis, de toute façon, tu le sais, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et puis il va vraiment falloir qu'on prenne des décisions parce que ça commence à bien faire cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Justement. On tourne autour du pot, on augmente le stress et on crée une cocotte minute chez la personne en face. On lui fait monter la pression. Abusivement. Abusivement. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je dois lui dire, je dois être précis, pas brutal, mais précis, et lui exposer ce qu'il en est. Et c'est valable aussi lorsque j'ai un compliment à faire à quelqu'un. Ok, super Elisabeth, bon dossier. Ouais, bien bossé. Ça ne va pas vraiment la motiver, lui donner envie de redémarrer. Par contre, si je suis précis aussi dans le compliment, et là, de la relation manager-collaborateur, mais collègue aussi, hein, parce que, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est pas que au manager de faire des critiques et ou des compliments, hein. C'est le rôle de chacun, pour contribuer à la dimension collective. Si je vais voir Elisabeth en lui disant, là franchement, il y avait ce dossier, on était en difficulté, vous avez appelé telle personne, vous avez fait ci, etc., et ça a permis de tout décoincer et on a bien avancé, je suis précis, et du coup, ça aura de l'impact et de l'efficacité dans mon propos. Donc, une des clés, c'est d'être précis. L'autre, c'est d'être factuel. Je ne m'appuie que sur des faits, jamais sur l'individu. Toutes celles ou tous ceux parmi nous, pas que les managers, toutes celles et tous ceux parmi nous, qui se surprendraient un jour à dire de toute façon, toi t'es vraiment trop ça, donc trop je ne sais pas quoi, t'es une buse, t'es un nul, t'es... Tout ça pour pas dire des gros mots. Au secours. Qui sommes-nous pour juger de qui sont les gens? On n'est pas dans une structure comme la vôtre là pour juger de qui sont les gens. On est là pour travailler avec les gens sur ce qu'ils font. Et dans le sport de haut niveau, on essaie d'être vigilant à ça, de ne pas accuser et juger qui sont les gens, parce que ce n'est pas de nos prérogatives, je ne sais pas des prérogatives de qui ça serait. Et surtout, quand j'ai une critique à faire, l'idée c'est de très vite m'orienter solution. Il y a parfois des gens, et pas que des managers, qui considèrent que lorsqu'ils ont une critique à faire, ils prennent une personne, ils la coincent ici dans le coin du ring, et ils envoient. Ça n'a aucun intérêt. L'important, c'est d'exposer ce qui s'est passé, de dire ce que j'aurais pu en ressentir, et très vite de travailler à ce qu'on peut améliorer pour régler cette question-là. Ensuite, ce qui est essentiel, c'est de développer un peu de courage, c'est-à-dire de dire les choses entre les yeux, c'est-à-dire de ne pas adresser des critiques claires, explicites ou voilées par mail, par exemple. C'est des choses qu'on voit fleurir dans les entreprises, tant qu'à faire avec la planète entière en copie. Pourquoi? Pourquoi, si j'ai quelque chose à reprocher à quelqu'un, et ce n'est pas un problème en soi, pourquoi est-ce qu'il faut que je privilégie face à face plutôt que le mail? Ouais, déjà ça a plus d'impact, absolument. Il y a un droit de réponse, on peut voir la réaction, et surtout,
surtout, ce qui est chouette, on peut voir la réaction, c'est que, c'est le dernier point ici, je vais voir que si la personne est en train de se décomposer, de mal le vivre, tout de suite je vais dire stop, 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 attends, moi ce que je veux c'est qu'on traite le sujet, pas que tu ressentes ce que tu es en train de ressentir. Et puis, quand je suis planqué, caché dans mon cocon, derrière l'écran, en train d'envoyer un mail assassin, je développe surtout une lâcheté incroyable, la même qui existe lorsqu'on est dans nos voitures et qu'on roule à toute berzingue et que quelqu'un nous fait une queue de poisson et des gestes de malotru, etc. Ces mêmes personnes, si elles se croisent sur un trottoir, il n'y a pas de souci, tout va bien. Donc, on privilégie entre quatre lieux, on est sensible, on fait attention à la façon que c'est perçu, parce qu'on a cette responsabilité-là, qu'on soit manager ou qu'on soit collaborateur, et on essaye surtout de ne jamais blesser ou atteindre l'autre, ça n'a aucun intérêt. On n'est pas là pour régler des comptes dans une structure professionnelle, on n'est pas là pour blesser les gens. On est là pour leur faire des feedbacks sur ce qu'ils font lorsqu'ils sont dans leur tâche et avancer. Qu'on soit manager, qu'on soit collaborateur. Chacun a sa responsabilité par rapport à ça. Et puis du coup, petite méthode toute simple en 4 temps. Si je dois donner une critique à quelqu'un, et une critique c'est pas assassiner les gens, la première chose, le desk, c'est je décris les faits. Qu'est-ce qui se passe quand on est en colère? On arrive, on va voir, bon alors là ça commence à bien faire, hein. Je suis vraiment énervé, j'en ai ras-le-bol, etc. On commence par envoyer tout de suite ce qui ne va pas, les émotions négatives. Quelle est la réaction chez la personne en face? Quelle réaction? Un pas en arrière, c'est une solution, ou bien un pas en avant, c'en est une autre. En fait, on fait appel du coup à notre cerveau rectilien, qui met en mode fuite ou attaque, comme les animaux, quand on nous envoie l'agressivité, des choses comme ça. Et si j'attaque, du coup, on est mal barré pour arriver à fonctionner ensemble. Et si je fuis, ce qui peut être symboliquement un pas d'arrière, carrément je romps la discussion, ou juste je suis là, à partir de ce moment-là, je ferme les écoutilles et j'entendrai pas ce qui va venir avant. Si vous avez des critiques, des reproches à faire aux autres, c'est pas un souci en soi, il faut le dire, effectivement, il faut le partager. Mais d'abord, je m'appuie sur les faits, ce qui fait que la personne, elle va pouvoir ne pas contester ce que je lui évoque et commencer à se dire, tiens, c'est la problématique qui l'intéresse. Ensuite, je lui exprime ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est important que je lui dise parce que ça lui permettra de comprendre que ce qu'elle produit a un effet sur moi, que je sois manager ou collaborateur. Je ne suis pas une machine. Et puis, ça me permet de l'extérioriser un peu. Et puis, c'est plus acceptable de dire, et ça me met vraiment en colère, ou ça me déçoit, ou ça m'attriste, ou ça me frustre, ou toutes ces choses-là, plutôt que de prendre une chaise et de la balancer. Ça, c'est pas encore acceptable. Et tant mieux. Ensuite, au point 3, on arrive sur suggérer des solutions pour vite montrer à la personne qu'on veut travailler. 3 solutions. Qu'est-ce que tu proposes pour améliorer la solution? Deuxième façon de faire, je te propose ça pour régler cette situation. Troisième façon de faire, viens, on s'assoit et on bosse ensemble dessus pour voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Qu'on soit dans un rapport hiérarchique ou pas, ça ne change rien. Et surtout, on finit par conclure positivement. Ce qui est excessivement difficile à faire, parce que j'avais un reproche à faire à la personne. Mais ce qui est excessivement fondamental, puisque l'idée, c'est quand même que cette personne, il faut que je continue à travailler avec elle sur la suite. Et donc la qualité de la relation, il faut la préserver, y compris si cette personne en face de moi, elle est susceptible, agressive, etc., etc. Si je m'y prends selon ce type de méthode, logiquement, ça permettra à la fois de faire passer le message, et d'autre part, de préserver la qualité de la relation. Et puis, quand nous-mêmes, on est destinataire de la critique, tout à l'heure j'ai entendu Ego sur les sportifs de haut niveau, c'est pas facile des fois de leur dire à Tony Parker, quand vous devez lui dire le shoot là c'était pas terrible, il y en a un paquet qui n'ose pas lui dire. Et lui, paradoxalement, il respecte énormément ceux qui vont lui dire parce que ça va l'aider à progresser et à avancer. Et l'idée, c'est si je dois recevoir une critique, pour le coup, systématiquement et d'emblée, de me dire que c'est quelque chose qui va m'aider. Ça va m'aider à progresser, ça n'a rien à voir avec moi à titre personnel. Ça n'est pas de l'ordre de l'attaque. Ensuite, assumer et prendre ses responsabilités. Si vous devez faire un reproche à quelqu'un et que cette personne en face de vous, elle dit « Ok, autant pour moi, j'assume ma part de responsabilité, là j'ai zappé, j'ai bugué ». Qu'est-ce que ça provoque chez vous? De la détente. Et surtout, ça provoque chez moi de me dire « Ok, le message est entendu, elle a entendu le message, cette personne. Elle n'est pas en train d'essayer de se défausser. » Dans le sport de niveau, il y a un truc énorme qui court les rues dans les fonctionnements entre les gens, c'est l'attribution causale externe. Ce qui, en langage simple, veut dire la chose suivante. Attribution causale externe. Quand ça se passe mal,
j'attribue la cause du fait que ça se passe mal à quelqu'un d'autre. En gros, en substance, messieurs, c'est la faute de l'arbitre. C'est la faute de la pelouse, hein, il y a des footballeurs dans la salle. C'est la faute du public, c'est la faute de ceci, etc., etc. Et du coup, l'idée, c'est d'assumer ses propres responsabilités et de ne pas aller en attribution causale externe. J'attribue la cause de cet échec, de cette difficulté à quelqu'un d'autre quand c'est la mienne. Et quand ça se passe bien, de faire une attribution causale interne ou externe en fonction de qui en a la responsabilité. Si je suis manager, je peux aussi très bien, et c'est nécessaire, attribuer la réussite de ce qui s'est passé à mes équipes qui ont contribué, et ma propre part lorsque ça ne se passe pas bien. Deux petites clés importantes si je suis en train d'être critiqué. Si je me rends compte que c'est difficile, je peux demander un temps mort, hein, comme en basket. Écoute, là, c'est un peu difficile pour moi, je préférerais qu'on fasse un petit break. Je ne suis pas le sujet, je veux juste faire un petit break. Deux cas de figure, la personne en face, manager ou pas encore, tout ça c'est dans le fonctionnement entre les humains. La personne en face, ok, pas de souci, va respirer, mais il faut qu'on finisse et qu'on y revienne, très bien. Deuxième cas de figure, si vous tombez sur quelqu'un qui dit « hors de question que tu ne bouges pas de là, on n'en a pas fini ben », c'est précieux, parce que ça vous permet de savoir à qui vous avez affaire. Et vous savez que cette personne-là, elle est vraiment là pour vous critiquer, et pas pour être dans un mode résolution, je suis sensible à comment la personne vit les choses, etc. Donc, même si je n'ai pas une réponse positive à ça, c'est précieux. Et même type de question à poser à la fin, ok, j'encaisse cette critique, je la prends, je prends ma part de responsabilité, et je suis un peu démuni, je ne sais pas trop faire pour régler cette situation. J'adresse à la personne qui me fait la critique, ok, très bien, et qu'est-ce que tu me suggères là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de régler la situation? Réponse A, eh bien écoute, tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc., tout va bien. Réponse B, démerde-toi, c'est ton problème. Je sais que ça existe. Démerde-toi, c'est ton problème. Même chose, c'est précieux. Parce que du coup, je sais à qui j'ai affaire, et en l'occurrence, à quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans un mode résolution de problème. Et donc, pour arriver à mieux fonctionner ensemble, il y a des choses comme ça qu'on met en place dans certaines équipes de sport collectif qui peuvent être de vrais leitmotifs, c'est-à-dire des guides de vie qui nous permettent de mieux fonctionner avec les autres. Le plus possible, s'astreindre à ne pas critiquer, à ne pas condamner et à ne pas se plaindre. Critiquer les autres, c'est facile. Passer son temps à parler d'autres, c'est facile. Condamner, ah ouais, bah tu vois, il a fait ça, il a terminé. Lui, c'est fini. Mettre des étiquettes, c'est facile. Et quand on est dans ça, on est toujours sur les autres, les autres, les autres, etc. Mais il y a aussi une autre partie qui consiste à ne pas se plaindre. J'imagine que dans un groupe conséquent comme le vôtre aujourd'hui, vous pouvez identifier en y réfléchissant un peu des gens qui s'expriment souvent sur le mode plaintif. Ça va jamais. Ça va jamais. Ben non, mais moi il m'est arrivé ci, puis il m'est arrivé ça, puis il m'est arrivé ça, etc., etc. Tu te rends pas compte? Ça amène des difficultés pour fonctionner ensemble. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait d'adresser ces messages-là à l'ensemble du groupe, si on arrive, autant que le faire se peut, de se dire, on va essayer d'éviter de se situer dans ces fonctionnements qui consistent à je m'interdis de critiquer les autres, je m'interdis de condamner, quelqu'un peut se tromper, je ne vais pas pour autant lui mettre une étiquette définitivement défavorable. Et je m'efforce de me plaindre le moins possible ou pas, ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux. Et puis lorsqu'on est en cas de difficulté, il y a aussi un grand sport qui existe, pour le coup, dans le sport de haut niveau, dans les entreprises, c'est, bon ok, c'est qui est coupable? Et pas que de la part des managers. C'est qui est coupable? Il y a un truc qui ne va pas, il faut qu'on trouve quelqu'un, qu'on puisse bien stigmatiser cette personne, je regarde personne, bien stigmatiser cette personne et dire que c'est cette personne qui est responsable. Du coup, c'est facile, nous les fesses propres, tranquille, la vie est belle. Et en fait, l'idée, ça serait de passer vraiment de cette logique-là, plutôt, c'est pas la question qui est coupable, responsable d'abord puis coupable, on va déjà essayer de réparer la situation. Et a posteriori, on ne va pas éluder, je ne suis pas dans le pays des bisounours, on ne va pas éluder la responsabilité peut-être d'une ou deux personnes. On va surtout essayer de travailler à voir dans les futures situations comment on fonctionnera dessus. Et si, dans l'ensemble de la salle, vous travaillez toutes et tous ensemble, dans une même structure, dans des services différents, mais dans une même structure, si chacune et chacun essaie de prendre l'engagement de se dire ok, on va essayer de ne pas se mettre en mode recherche de responsables coupables et plus, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Vous vous facilitez la vie, pas la mienne, vous vous facilitez la vie au quotidien. Comment on fait quand les autres
ressentent des émotions. On va regarder ça un petit peu. Quand quelqu'un est joyeux au sein de votre structure, bon, ben c'est bien, il est heureux, ok. Non, on peut faire mieux que ça. Quand quelqu'un est joyeux, il y a 3 temps pour pouvoir l'accompagner. La première chose, c'est féliciter cette personne, parce que je trouve qu'il n'y a jamais assez de joie et d'enthousiasme dans les structures. Donc il faut féliciter cette personne, c'est le temps 1. Ensuite, on le partage avec les autres pour développer ce sentiment de joie. Et puis, on va essayer d'encourager cette personne à persévérer et à continuer dans cette dimension. Comment vous faites quand quelqu'un est en colère? Quels seraient les 3 temps sur le même modèle? L'écouter. L'écouter, c'est la bonne réponse. Souvent, je reprends l'exemple de tout à l'heure, la personne est en colère, écoute, ça va, tu te tais maintenant. On la censure. Et ça risque de poser des difficultés. Donc, effectivement, premier temps pour la colère, c'est j'écoute et je laisse parler la personne. Ce qui permettra de remplir une mission essentielle qui est vide ton sac. On laisse la personne vider son sac. Une fois que c'est fait, on reformule. Ah d'accord, donc en fait, tu as commencé en te disant qu'il y avait tout ça comme problème, que ça allait pas, et si je comprends bien, ce qui va pas, c'est ça. Ben ouais, c'est ça que je veux dire. Ok, et donc on relativise. Parce que la plupart du temps, les gens qui sont en colère, donc nous autres, hein, quand c'est les gens, c'est nous aussi, on se met dans des états pas possibles pour des petites choses. Et donc si vous êtes face à quelqu'un qui est en colère, permettez-lui de vider son sac pour mieux restreindre le propos. Quelqu'un qui a peur, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne va surtout pas lui permettre de s'exprimer longuement, parce que sinon cette peur va devenir tellement envahissante qu'elle sera complètement crispée dans l'immobilisme et qu'elle ne fera plus rien. Donc à l'inverse, on va la rassurer d'abord, la sécuriser. Une fois que c'est fait, on l'écoute. Du coup, sa peur va être relativement minime, modeste, et on va pouvoir ensuite valoriser les qualités de cette personne pour faire face à ce qui lui est demandé. Quand vous avez différents types d'enjeux, comme j'ai entendu ce matin, qui viennent devant vous, l'idée c'est de se faire confiance en soi, estime de soi, sur nos propres capacités à relever ces challenges-là. Quelqu'un de triste, on va manifester son empathie, encore une fois qu'on soit collaborateur ou manager, puis la rassurer et ensuite la réconforter. Et quelqu'un qui est dans le désir, autrement dit dans l'entreprise, dans le challenge, dans l'envie, il est important de valoriser ça parce que on a toujours besoin de plus en plus de personnes qui sont dans la forte envie d'avancer et de relever des projets. On valorise, ensuite on encourage, et puis on lui offrira autant qu'on le peut, des fois on peut, des fois on ne peut pas, des challenges pour lui permettre d'exprimer ce type de désir. Souvent ce qui se passe dans les relations managériales et les fonctionnements d'entreprise, c'est qu'on a du mal à faire la différence entre les faits, les opinions et les sentiments. Comment vous définiriez ce que sont des faits? Des éléments concrets. Ça peut être filmé, du coup on le regarde et ça devient pour le coup incontestable. Moi j'aime bien coller effectivement le mot incontestable aux faits. Les opinions, comment on définirait ça? Un avis. Avis, subjectif, quelque chose de personnel. Quels sont les sujets dont on dit « Ouh là là, on est en repas de famille, il vaut mieux qu'on évite ces sujets-là, sinon ça va partir en live. » Politique, religion, argent, etc., etc. Parce que pour le coup, entre tonton Raymond et tata Janine, tonton Raymond il est plus pour telle partie et tata Janine plus pour celui-là, qui a raison? Ben, chacun pour soi-même. Les opinions c'est des avis, construits de façon personnelle, et ça nous permet difficilement d'arriver à s'accorder. Les sentiments, qu'est-ce que ça serait? Ce qu'on ressent, il y a la notion de ressenti, d'émotion, d'affect, et de la même façon que les opinions, c'est quelque chose qui est très personnel et subjectif pour le coup. Qu'est-ce que vous pensez de ce magnifique tableau, ce monochrome blanc de chez Cave du Morbihan? Il est blanc, c'est vrai. D'ici, il n'est pas blanc. Ok. Moi, je suis très touché devant cette œuvre. Je trouve ça absolument magnifique, d'une pureté inégalable. On comprend la question de la virginité qui a voulu être envoyée par l'artiste. Et puis là, il y en a un autour de la table, ouais, bof.
Ok. Les émotions, on n'a pas les mêmes face à des mêmes réalités. Et ce que je veux dire sur ces sujets-là, les faits, les opinions, les sentiments, c'est que souvent, ça part en vrille, on n'arrive pas à fonctionner ensemble dans les collectifs, qu'ils soient de sport de haut niveau ou dans vos structures, parce que tout ça se mélange. C'est important de donner la primauté aux faits, mais juste la primauté, pas l'exclusivité. La primauté aux faits, ça veut dire on va s'appuyer d'abord sur des faits. Il s'est passé ça, tu as fait ça, je t'avais demandé ça, etc. Et il ne faut pas qu'on s'arrête qu'à ça. Au début, quand je commençais ma carrière dans ce type de métier, je m'étais dit, ok, c'est donc les faits, puisque les opinions et les sentiments, c'est quelque chose de très personnel et subjectif, on les met de côté parce que du coup, ça altère et ça génère des tensions et des conflits. Sauf que c'est pas si simple. L'idée, c'est d'accepter que les autres en face de moi vont certainement venir me chercher, c'est-à-dire m'entreprendre en exprimant d'abord des opinions et des sentiments. Il faut que j'accepte ça. Ça peut être manipulatoire d'ailleurs. Et une fois que j'ai accepté ça, que j'essaie de reboucler en m'appuyant davantage sur des faits. Et on est dans une thématique management qui n'est pas une question du management descendant. On doit s'appuyer autant que faire sur des faits, mais on doit avoir à l'esprit que beaucoup d'entre nous commencent par, dès qu'ils communiquent avec les uns ou les autres, s'appuyer d'abord sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils pensent. Une opinion, c'est de toute façon, quand ça commence par de toute façon. De toute façon, moi mon avis c'est que, moi je pense que, et moi je trouve que. Donc pour le coup, vous m'avez dit ego tout à l'heure chez les sportifs de haut niveau, dans l'expression de l'opinion, il y a quand même beaucoup d'expression de l'ego, qui n'est pas nécessairement le reflet de la réalité, autrement dit des faits. On doit le prendre en compte, on doit l'accepter, les gens s'expriment, ils disent de qui ils sont avec ça. Mais en même temps, on doit les ramener à la précision de la réalité lorsque c'est le cas. Qui ici a entendu parler des accords Toltec? Oui. Les Toltecs, c'était une civilisation qui, il y a fort longtemps, était connue pour vivre de façon harmonieuse, d'une part, et prospérer d'autre part. Et en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Don Miguel Ruiz qui a creusé un peu et qui a trouvé que ces gens-là fonctionnaient selon 4 principes de vie que je souhaite vraiment partager avec vous, parce que si au jour d'aujourd'hui, on arrive à s'imprégner vraiment de ces principes-là, on va mieux fonctionner ensemble et les discours managériaux vont mieux passer. Le premier, c'est que notre parole soit impeccable. On ne médit pas sur les autres, on n'est pas dans les ragots, sur les rumeurs. On parle aux gens, on leur dit ce qu'on a à leur dire, sans les attaquer eux personnellement, en y prenant les formes. Le deuxième, c'est de ne pas prendre les choses à titre personnel. Quand je vais vous quitter tout à l'heure, je vais aller prendre un train pour rentrer chez moi. Il fait 36 degrés dehors, je m'attends à ce que peut-être qu'il y ait quelques retards ou des choses comme ça. Quand les trains sont en retard, mais pas seulement, puisque ça, vous savez le vivre dans vos accueils de vos structures, on a parfois des gens qui viennent voir les dépositaires de l'institution avec beaucoup d'agressivité. À la SNCF, les gens sont formés à ne pas prendre les choses à titre personnel. Quand vous êtes pour le coup face à des élocataires qui viennent juste exprimer pour le coup leurs émotions, leurs sentiments, leurs opinions et leur propre mal-être, c'est hyper fondamental de ne pas prendre les choses à titre personnel parce qu'en fait, ils ne vous en veulent pas à vous. Vous êtes devant eux, comme étant des gens auprès de qui ils peuvent exprimer les choses. Donc, se préparer à ne pas prendre les choses à titre personnel. Si je me balade dans un couloir et qu'il y a telle personne que je n'avais pas vue encore qui tourne la tête et qui ne me dit pas bonjour et qui a l'air de faire la tête, allez, j'en étais sûr. Il y a un problème. Elle m'en veut. Ou ceci, ou cela. C'est le point suivant. Ne pas faire de suppositions. On se fait vite des idées. Hein. Tiens, tu vois, il m'a envoyé un mail et à la fin, il y avait 30 points de suspension. Ça, c'est sûr. Ça ne m'étonne pas. Il y a un vrai problème. Stop, calme, relax. On ne fait pas de suppositions. On ne prend pas les choses à titre personnel. On prend les choses telles qu'elles sont. Si on a un doute, on va aller voir la personne, on lui pose des questions et ça va mieux. Et surtout, le dernier point, faire toujours de son mieux, c'est le maximum qu'on puisse demander à qui que ce soit. Quand je jouais au basket, au Palais des Sports de Blois, il y avait quelque chose d'écrit, je l'ai déjà expliqué auprès de certains d'entre vous, il y avait quelque chose d'écrit au niveau de la porte qui nous mène au vestiaire, juste au-dessus. Autrement dit, à chaque fois qu'on quittait l'endroit où on devait pratiquer, on se tournait vers cette porte et on voyait cette chose écrite. Et ce qu'il y avait écrit, il y avait écrit la chose suivante. Que du coup, j'ai fait mettre d'ailleurs sur la porte du Palais des Sports à Orléans. As-tu vraiment donné ton maximum? Dit du New York Est. As-tu vraiment donné ton maximum?
C'est la seule chose qu'il faut qu'on puisse se poser en fin de journée. Quand je jouais au basket à la Déablois, la dernière saison où je jouais, je savais que c'était ma dernière. Je voulais m'arrêter avant. Les dirigeants m'ont dit, on veut que tu fasses une saison de plus, t'es capitaine, on veut que tu fasses une saison de plus. Ok, très bien, parce que ça me permettait de savoir très précisément quand ma carrière sportive allait s'arrêter. Ce qui était plutôt chouette, parce que des fois ça s'arrête parce qu'on est blessé, on ne l'a pas prévu. Et des fois ça s'arrête parce qu'on ne nous propose pas un contrat de plus. Là, pour moi, c'était du billard. Et pour être honnête, il y a des fois où, quand le coach, le manager, regardait de l'autre côté à l'entraînement, j'étais là, tranquille, des petits shoots avec le ballon. Et fin de l'entraînement, j'étais bien, frais comme un gardon, pas mal aux jambes. J'y allais. As-tu vraiment donné ton maximum? Ben non. Ok, donc un peu d'humilité, ça nous fait du bien, ce type de message-là. Autre cas de figure. Match de Coupe de France, toujours dans ce même club. On joue contre le grand CSP Limoges. Et là, on joue, hein. On y va. Hein. On fait tout ce qu'on peut et on perd. Situation inverse. Abattu. Les épaules rentrées en direction de la porte. As-tu vraiment donné ton maximum? Ben ouais. Et pour le coup, l'histoire du résultat, le résultat tu l'as eu? Ben non. Est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais pour? Oui, ok. Donc redresse la tête, redresse les épaules et ça va aller. Ces 4 accords Toltec qui peuvent nous aider et à mieux vivre et à mieux fonctionner au quotidien. On fait attention à notre parole, on ne prend pas les choses à titre personnel, on arrête de faire des suppositions et de cogiter, de ruminer, d'imaginer, de fantasmer des trucs. On se pose et on questionne les gens s'il y a besoin. Et on essaye de faire de notre mieux. Et au final, ça nous permet d'être et plus efficace et plus épanoui au sein de la structure au quotidien. Ça serait mieux si on arrivait à arrêter de dire ce genre de trucs. Et puis surtout, bon courage. Moi, je n'allais pas au bagne, hein, je pensais que ça allait bien se passer, mais on me dit bon courage. Il faut peut-être que j'ai du courage parce que c'est pas facile, c'est pas gagné. Quoi? Pas besoin de courage. On y va. Il y a des gens qui commencent toutes leurs phrases par ah ouais, mais le problème c'est que. Alors moi, ceux-là, je les coupe tout de suite. C'est quoi le problème? C'est quoi? Ben, il n'y a pas de problème. Ben si, tu viens de dire le problème c'est que. Mais non, il n'y a pas de problème, je voulais juste dire ah d'accord. Quand on commence à automatiser le fait de dire le problème c'est que, il peut y avoir des problématiques qui ne sont pas des problèmes, il peut y avoir des challenges, des difficultés, etc. Mais si je commence systématiquement par dire le problème c'est que, ça risque d'être compliqué. Après, vous avez les champions de l'astrovoyance et de la projection. Ça ne marchera jamais. C'est encore des trucs de leur réseau informatique, c'est encore l'État, le gouvernement, la CNAF, machin, ça ne marchera jamais. Je sais que prospectiviste, ça commence à devenir un métier, mais alors de là à savoir par avance au sein de votre structure que ça ne marchera pas, waouh! Il faut laisser la chance au produit, hein. Puis il faut s'engager pour essayer. On a aussi le c'était mieux avant, hein. Ce qui fait qu'en fait on compare des carottes avec des choux, avant qui, quoi, quand, comment, on ne sait pas trop, mais on imagine que c'était mieux avant. Objectivement, il y a plein de trucs qui étaient mieux avant, objectivement, il y a plein de trucs qui sont mieux maintenant, mais on n'entend jamais c'est mieux maintenant. Ça serait plus efficace, quoi. Après, de toute façon, nous, à la CAF, c'est toujours, etc., etc., etc. Dans toutes les entreprises dans lesquelles j'interviens, dans les CAF, dans les PME, dans les grands groupes ou autres, j'entends les mêmes types de choses. De toute façon, chez nous. Et la suite de la phrase, c'est toujours la même. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'aime partager mes expériences en disant, c'est un peu partout, et on peut essayer de le regarder différemment aussi. Après, on a aussi une des bien gentilles, ce qui laisserait entendre que la méchanceté c'est une grande valeur et une grande qualité, que la gentillesse, il faut vraiment la bazarder. Au secours, la gentillesse c'est quelque chose de chouette. Et la gentillesse, c'est pas la naïveté. Donc arrêtons de fragiliser cette belle qualité. Et puis c'est ma préférée, je l'ai en dernier. Bon ben, comme un lundi. Hein. Ça voudrait dire qu'en fait, pendant 5 jours sur 7, je reviens à la première. Je suis au bagne, donc bon courage. Et le vendredi à, je ne vais pas dire une heure qui ne serait pas la bonne, à X heures de l'après-midi, ça y est, c'est la quille. Au secours. La vie, elle est belle 7 jours sur 7. On a des choses à faire 7 jours sur 7. On est mobilisé professionnellement pendant 5 jours, autant donner aussi de notre âme, de notre cœur, et s'y sentir bien et avancer. Essayons de nous empêcher d'envoyer tout ça, et ça ira mieux. Et puis, pour finir,
Il y a Steve Cartman, qui est un monsieur qui a identifié quelque chose, et vous allez voir que vous allez retrouver des fonctionnements qui existent dans votre structure, comme dans toutes les structures. Il a identifié que dans nos fonctionnements relationnels et managériaux, on endosse volontiers les uns les autres 3 types de rôles. Parfois des rôles de victimes, parfois des rôles de persécuteurs et parfois des rôles de sauveteurs. Vous voyez des petits florilèges d'expressions qu'on peut trouver qui laissent à penser qu'on est dans ça. Je dis bien on, c'est-à-dire que vous tous ici, moi y compris, on est trop souvent dans des jeux psychologiques qui sont des trucs horribles où on s'amuse à des petits jeux psychologiques. Et on se situe tantôt là, etc., etc. Quel est le meilleur des 3 rôles? Quel est le plus chouette, le plus valorisant, le plus sain des 3 rôles? J'écoute même pas ce que vous dites parce qu'en fait il n'y en a aucun qui est chouette. Il n'y en a aucun qui est chouette, y compris celui du sauveteur. Hein. Le sauveteur, c'est celui qui vient dans votre vie, qui dit attends, mais je vais t'aider, oh là là, ça n'a pas l'air d'aller, tu as l'air fatigué, bah, raconte-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Et qui consiste en fait à vouloir prendre une emprise sur les gens. Aider les gens, c'est chouette. Se mettre en mode sauveteur Cartman, c'est pas chouette. La différence entre un sauveteur de chez Cartman et un vrai sauveteur dans la vie, un sapeur-pompier par exemple, c'est que le sapeur-pompier, il vient, 1, aider quelqu'un qui a besoin d'être aidé, et 2, il s'attend à réussir. Le sauveteur de chez Cartman, il vient aider quelqu'un qui n'a pas besoin d'être aidé, il va très bien, et il s'attend à échouer. Et pourquoi il s'attend à échouer? Pour le garder sous sa coupe et sous son emprise. Parce que ce qui l'intéresse, c'est d'être dans une forme de relation de domination. On va regarder une petite vidéo, et dans cette vidéo, il faut que vous identifiez qui est dans lequel de ces rôles, victime, persécuteur, sauveteur, à quel moment. Vous allez voir. C'est toi ma petite fille? Bonjour. Bonjour Valentine. Mister Douceur a appelé pour dire qu'il est libre tous les soirs de la semaine. C'est qui ce mystère? Ton pote anglais? Un copain? Tu vas bien, j'espère. Enfin, maman, j'ai plus 12 ans, merde. Oui, ben moi, je suis pour ta mère. C'est quoi ça? C'est son numéro? Alors là, je te préviens, si tu l'appelles, je te claque le scandale du siècle! Moi, je suis ravie que ma mère me donne. Des conseils. Qu'est-ce qui vient de se passer? Scène de la vie de tous les jours. Qui commence dans quel rôle? La mère sauveteuse. Évidemment, sa fille couvre manifestement un grave danger. Ok. Donc elle veut mettre sa fille dans quel rôle? Victime pour le coup. Est-ce que la fille elle est ok pour se faire mettre en rôle de victime? Non, non, non. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en mode persécuteur de sa maman pour mettre sa maman dans quelle situation? Victime. Et la petite voix à la fin? Moi, je suis content que ma maman me donne des conseils quand même. C'est quoi ça? Sauveteuse au secours à vomir. Ces trucs-là, on les vit tous les jours. Écoutons la suite. Explication par quelqu'un d'important. Vous avez les moyens ici. Hein. C'est toi ma petite fille? Bonjour. Bonjour Valentine. Mister Douceur a appelé pour dire qu'il est libre tous les soirs de la semaine. C'est qui ce mystère? Ton pote anglais? Un copain? Laissez défouler du coup, laissez défouler. Tout va bien, j'espère. Enfin, maman, j'ai plus 12 ans, merde. Oui, ben moi, je suis pour ta mère. C'est quoi ça? C'est son numéro? Alors là, je te préviens, si tu l'appelles, je te claque le scandale du siècle! Moi, je suis ravie que ma mère me donne des conseils. Vous avez remarqué, quand vous disputez, c'est toujours le même scénario, ça commence toujours de la même façon, ça se termine toujours de la même façon. Dans mon métier, on appelle ça un jeu. Vous avez peut-être constaté également que Denise Laville, la mère d'Églantine, est une très grande joueuse. Par exemple avec Mireille.
sa partenaire de bridge, elle joue à deux jeux très différents. Le premier jeu évident qui s'appelle le bridge, et un jeu de pouvoir qui consiste à rabaisser Mireille. Ce deuxième jeu est un jeu psychologique inconscient. En ça, Madame Laville nous ressemble, car nous adorons tous jouer, et pas seulement à des jeux inoffensifs comme les jeux de société. On pratique ces jeux inconscients dans l'immense majorité des couples et des familles. Et des entreprises. Monsieur et Madame Lenoir, par exemple. Qui a encore déplacé ma brosse à dents? Cet échange délicat entre Monsieur et Madame Lenoir s'appelle un jeu. Oui, bien sûr, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'amuser, mais ces disputes leur permettent de passer le temps. Et elles sont régies par des règles fixes. Parfois, nous jouons en toute conscience. Parfois, nous n'en avons pas conscience. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? La grande différence entre les jeux sains et les jeux psychologiques, c'est que ceux-ci fatiguent et font souffrir les joueurs. Les jeux psychologiques sont nombreux et variés. Mais chacun de nous en a un ou deux qu'il préfère. Monsieur Chanteau, par exemple. Même chose, identifier qui J'ai est la dans chance de quel pouvoir aller au cinéma. Parce que moi, avec Adélaïde, T'as pas de babysitter? les bonnes babysitters ne courent pas les rues. J'en connais une bien si tu veux. Je remercie, mais de toute façon, c'est trop cher. Il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien, mais ça m'occuperait mal. Il s'agit de le surveiller pendant qu'il dort. Demander à tes parents de venir chez toi. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander? Je connais la réponse. Bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Monsieur Chanteau présente un problème, fait croire qu'il est à la recherche de solutions, et dès qu'on lui en propose, Donc le premier est celui qui dit t'as de la chance d'aller au cinéma quand même. Il se met en mode. Et il veut amener l'autre dans quel mode? Sauveteur, viens me sauver, viens me sauver. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le sauveteur potentiel lui propose une solution. Une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Mais le premier n'a pas envie de solution, il veut juste se plaindre. Plains-moi. On entend ça partout. Il veut juste se plaindre, donc ça ne lui va pas, donc il bascule en persécuteur, et il emmène celui qui était sympa, qui n'avait rien demandé, à aller en mode victime. Dans les équipes de sport collectif de haut niveau, on a plein de trucs comme ça. Dans vos structures, il y a plein de trucs comme ça. Dans la situation, il se plaint une fois, tu pourrais faire garder par ta mère. Il se plaint une deuxième fois, tu pourrais faire ça. Ok, warning, ça veut dire qu'il est chez Cartman, et du coup, il faut que je sorte de là, et je vais dire, ok, manifestement, il n'y a pas de solution, j'en suis bien désolé pour toi, un pas de recul, et du coup, je ne suis pas rentré chez Cartman, il ne m'a pas emmené en sauveteur, et tant mieux parce que, on l'a vu, sur quelques fractions de secondes, si je rentre par un bout de ce triangle, je finirai par partir dans tous les sens. Je vous invite vraiment à être vigilant à ces modèles-là, parce que ce sont des modèles qui sont particulièrement délétères dans le fonctionnement des entreprises, des couples, des familles, des institutions, dès qu'il y a au moins 2 personnes. Et si on y est un petit peu sensible aujourd'hui, ça peut être des choses qui peuvent nous aider à mieux fonctionner le management avec les collaborateurs avec le management, et l'ensemble d'entre vous pour à la fois être plus épanouis et mieux fonctionner ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des experts internationaux pas loin dans la salle. Donc en fait, je crois bien que j'ai quelque chose pour vous les amis là. Excusez-nous, mais voilà, on ne sait pas par où prendre le triangle. Prenez le rond, prenez le rond. C'est un début. Je vais y aller en douceur. Oh là là. C'est moi? Ah, c'était moi?